Imaginez un prédateur si grand, si étrange, si impossible à classer, que les scientifiques se disputent encore aujourd'hui pour savoir comment il vivait, ce qu'il mangeait, et même comment il se déplaçait. Un animal qui a été découvert, détruit, redécouvert, redessiné et reconstruit entièrement. Pas une, pas deux, mais 3 fois en 100 ans. Un chasseur dont chaque nouvelle trouvaille contredit la précédente. Un monstre que Hollywood a osé mettre face à un tyrannosaure et que la science, elle, n'arrive toujours pas à expliquer complètement. Ce n'est pas le T-Rex, ce n'est pas le giganotosaure, ce n'est pas le carcharodontosaure, c'est le spinosaure. Et il va vous faire perdre tous vos repères. Pensez à la plus grande créature terrestre que vous puissiez imaginer. Maintenant, ajoutez une voile dorsale haute comme un homme adulte. Remplacez le crâne massif d'un tyrannosaure par un museau long et étroit, comme celui d'un crocodile géant. Allongez les bras, raccourcissez les pattes arrière. Plongez cette créature dans un fleuve africain large comme l'Amazone et regardez-la nager. Voilà ce que les paléontologues tentent de reconstruire depuis plus d'1 siècle. Voilà ce qui les rend fous. Le Spinosaure aegyptiacus, son nom complet, a été découvert pour la première fois en Égypte en 1912. Ses premiers fossiles ont été transportés en Europe, étudiés, décrits avec soin. Puis une bombe de la Seconde Guerre mondiale a tout détruit, littéralement. Les ossements ont disparu dans les flammes de Munich en 1944. Et pendant des décennies, les scientifiques n'ont eu que des dessins, des notes et des mesures approximatives pour travailler. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'animal le plus long parmi tous les dinosaures carnivores connus, un prédateur qui dépassait probablement 15 mètres de longueur, dont le poids atteignait peut-être 7 à 9 tonnes selon les estimations actuelles, n'existait plus que sur le papier. Comme un fantôme, une silhouette sans corps. Puis les ossements ont recommencé à remonter du désert, et chaque nouvelle découverte a posé plus de questions qu'elle n'en résolvait. En 2014, une équipe dirigée par Nizar Ibrahim, paléontologue à l'Université de Chicago, a publié dans la revue Science une reconstruction complète du spinosaure qui a stupéfié la communauté scientifique mondiale. Des pattes courtes, un centre de gravité bas, un corps fait pour l'eau, un prédateur semi-aquatique, le premier de cette taille jamais identifié dans l'histoire des dinosaures. Mais à peine cette image était-elle acceptée qu'une nouvelle étude venait la remettre en question. En 2020, une équipe de Cambridge analysait la densité osseuse des vertèbres et concluait que le spinosaure pouvait effectivement nager, plonger, s'immerger, comme un cormoran géant de 14 mètres. Une révolution. Puis en 2022, d'autres chercheurs publiaient leurs propres analyses et soutenaient exactement le contraire. Le spinosaure était un chasseur de berges, un guetteur des rives, pas un nageur actif. Le débat a repris de plus belle. Voilà pourquoi cet animal rend les scientifiques fous depuis 100 ans. Et voilà pourquoi nous allons passer les prochaines minutes à le décortiquer ensemble, os par os, dent par dent, hypothèse par hypothèse, pour comprendre ce que cette créature était vraiment, ou du moins ce qu'elle était probablement. Car avec le spinosaure, la certitude absolue n'existe pas encore. Bienvenue dans l'une des plus grandes énigmes de la paléontologie mondiale. Pour comprendre le spinosaure, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Et ce monde, croyez-moi, était aussi étrange et hostile que la créature elle-même. Nous sommes il y a environ 95 à 100 millions d'années, le Crétacé moyen. La Terre n'a presque rien à voir avec la planète que vous connaissez. Les continents sont en plein déplacement. L'Atlantique Sud commence à peine à s'ouvrir, une fissure entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, qui n'est encore qu'un bras de mer étroit et peu profond. Les pôles ne sont pas recouverts de glace. La température moyenne de la planète dépasse de 10 à 15 degrés celle d'aujourd'hui. Il n'y a pas de saison froide, il n'y a pas de désert comme nous les connaissons. À la place, de la chaleur, de l'humidité et de l'eau partout. L'endroit précis où vivait le spinosaure s'appelle aujourd'hui le Maroc et l'Égypte. Mais à cette époque, ce n'était pas un désert. C'était l'un des environnements les plus extraordinaires et les plus dangereux que la Terre ait jamais produit. Les paléontologues lui ont donné un nom, le système fluvial de la formation Kemkem. Imaginez un réseau de fleuves géants, de deltas marécageux, de forêts inondées et de lagunes côtières s'étendant sur des milliers de kilomètres. Une chaleur écrasante, une humidité permanente, des eaux troubles et brunes chargées de sédiments. Et dans ces eaux, une concentration de grands prédateurs que les chercheurs comparent aujourd'hui
à nulle autre époque, nulle autre région du monde. Paul Sereno, paléontologue de l'Université de Chicago, a qualifié la formation Kemkem de l'endroit le plus dangereux de toute l'histoire de la Terre. Ce n'est pas une métaphore, c'est une conclusion scientifique. Car dans ces eaux et sur ces rives vivaient simultanément au moins 5 espèces de grands prédateurs. 5, au même endroit, au même moment. Il y avait le spinosaure lui-même, le plus grand carnivore terrestre de son temps. Il y avait le carcharodontosaure, un théropode massif aux dents en lame de scie qui rivalisait avec le spinosaure en taille. Il y avait l'Abélisauridé rugops, un chasseur trapu et puissant. Et dans les eaux, 2 crocodiliens géants. Le Sarcosuchus, dont la longueur atteignait selon les estimations 9 à 12 mètres, et dont les mâchoires pouvaient broyer des os comme du... Sans oublier les poissons. Des poissons comme vous n'en avez jamais imaginé. Le sélacanthe préhistorique nageait dans ces eaux. L'Anchopristis, une raie à museau armée de dents barbelées longues comme des poignards, hantait les fonds. Et surtout, le Mawsonia, un poisson charnu de la taille d'une voiture, un monstre aquatique qui était lui-même une proie de choix pour un prédateur assez grand et assez habile pour le capturer. C'est dans cet enfer vert et boueux que vivait le spinosaure. Non pas comme un roi sans rival, mais comme un acteur parmi d'autres dans un système écologique d'une violence et d'une densité unique dans les archives fossiles. Et c'est précisément ce contexte qui aide les chercheurs, et qui en même temps les déroute, lorsqu'ils tentent de comprendre comment cette créature fonctionnait au quotidien. Car voici la première grande question que pose cet environnement. Dans un écosystème aussi compétitif, avec autant de prédateurs terrestres de grande taille, pourquoi le spinosaure aurait-il évolué vers l'eau? Pourquoi se spécialiser dans un milieu aquatique quand la terre ferme elle-même offrait des proies abondantes? Une partie de la réponse se trouve peut-être dans la géologie elle-même. La formation Kemkem, étudiée en détail ces 20 dernières années, montre des signes clairs de fluctuations saisonnières extrêmes. Des périodes d'inondations intenses suivies de périodes de sécheresse brutale. Ce type d'environnement concentre les poissons dans des zones de plus en plus restreintes lorsque les eaux baissent, créant des opportunités de chasse extraordinaires pour un prédateur adapté aux milieux aquatiques. En d'autres termes, l'eau n'était peut-être pas un choix. C'était une stratégie évolutive de survie dans un monde où la concurrence terrestre était simplement trop féroce. Mais pour comprendre si cette stratégie était réelle, si le spinosaure était vraiment fait pour l'eau ou simplement tolérant envers elle, il faut regarder la créature elle-même. Il faut regarder ses os, sa forme, ses proportions impossibles. Et là, c'est là que tout devient vraiment étrange. Commençons par le commencement. Commençons par ce que les os nous disent. Le spinosaure était grand, très grand, mais pas grand de la même façon que les autres dinosaures géants que vous connaissez. Sa grandeur à lui était différente, presque dérangeante, comme si l'évolution avait pris un plan de base, celui d'un grand théropode bipède, et l'avait tordu, étiré, modifié dans plusieurs directions à la fois, jusqu'à obtenir quelque chose qui ne ressemble vraiment à rien d'autre dans les archives fossiles. Commençons par la taille. Les estimations actuelles, basées sur les fossiles partiels découverts au Maroc et réévalués après 2014, placent le spinosaure entre 14 et 15 mètres de longueur. Certaines reconstructions plus audacieuses évoquent 16 mètres. Pour vous donner une idée concrète, un bus articulé mesure 18 mètres. Le spinosaure en faisait presque la longueur. Mis bout à bout avec un autre de son espèce, il dépassait la longueur d'un terrain de basket. Son poids est plus difficile à estimer, et les chiffres varient considérablement selon les modèles utilisés. Les estimations les plus citées dans la littérature scientifique récente tournent autour de 7 à 9 tonnes, soit le poids d'un éléphant d'Afrique adulte, multiplié par 2. Mais attention, ces chiffres restent sujets à révision à chaque nouvelle trouvaille. Avec le spinosaure, tout est toujours sujet à révision. Maintenant, oubliez le poids, oubliez la longueur, et regardez la forme. Le crâne d'abord. Parce que le crâne du spinosaure est l'une des structures les plus inhabituelles jamais portées par un dinosaure carnivore. Il est long, très long, étroit, aplati sur les côtés. Il ressemble à celui d'un crocodile du Nil bien plus qu'à celui d'un tyrannosaure ou d'un allosaure. La longueur du crâne est estimée à environ 1,75 m, plus long que la plupart des êtres humains adultes. Et il se termine en rostre, une extrémité élargie en forme de cuillère que l'on retrouve chez certains crocodiliens modernes spécialisés dans la capture de poissons.
Ce n'est pas anodin. Cette forme particulière de l'extrémité du museau est ce que les biologistes appellent une convergence évolutive, une solution identique apparue indépendamment chez des animaux sans lien de parenté direct, parce que cette solution est particulièrement efficace pour attraper des proies glissantes dans l'eau. Le gavial du Gange a ce même rostre aujourd'hui, et il chasse exclusivement des poissons. Mais continuons, les dents maintenant. Le spinosaure avait des dents coniques, lisses, légèrement courbées vers l'arrière. Pas de dentelure, pas de bord en lame de scie comme chez le carcharodontosaure ou le T-Rex. Des dents faites pour percer et retenir, pas pour trancher et déchirer. Exactement le type de dentition d'un piscivore, d'un mangeur de poissons. Un outil parfait pour saisir une proie qui se débat dans l'eau sans la laisser s'échapper. Et au bout du museau, quelque chose d'encore plus révélateur. Une rangée de petites fosses dans l'os. Des fosses nerveuses. Semblables à celles que l'on trouve chez les crocodiles modernes et qui servent à détecter les vibrations et les variations de pression dans l'eau. En d'autres termes, le spinosaure avait peut-être un système sensoriel intégré dans le bout du museau, capable de détecter les mouvements d'un poisson dans une eau trouble et opaque. Un sonar de chair et d'os. Passons aux bras. Et là, autre surprise. Les membres antérieurs du spinosaure étaient robustes, puissants, beaucoup plus développés que ceux d'un tyrannosaure, qui avait pour ainsi dire renoncé à ses bras au profit d'une mâchoire toute puissante. Le spinosaure, lui, avait des bras fonctionnels, armés de griffes longues et courbes. Des griffes qui pouvaient, selon certains chercheurs, servir à harponner des poissons depuis la berge, comme un ours grizzly tendant la patte dans un torrent de saumon. Mais c'est le bas du corps qui pose le plus de questions. Les pattes arrière du spinosaure sont courtes par rapport à la longueur totale de l'animal. Anormalement courtes pour un théropode de cette taille. Chez le T-Rex, les pattes arrière sont longues, puissantes, faites pour courir et dominer au sol. Chez le spinosaure, elles donnent l'impression d'un compromis. Comme si l'évolution avait rogné sur la hauteur pour abaisser le centre de gravité, pour rendre l'animal plus stable dans un autre milieu, dans l'eau. Et puis il y a la voile, cette structure dorsale extraordinaire qui donne au spinosaure son nom. Spinosaure signifie littéralement lézard épineux, et qui reste l'un des éléments les plus débattus de son anatomie. Les apophyses épineuses des vertèbres dorsales, ces prolongements osseux qui s'élèvent depuis la colonne vertébrale, atteignaient chez le spinosaure une hauteur estimée à 1,80 m, presque 2 mètres. Un homme adulte de grande taille pourrait se tenir debout sous cette voile sans se baisser. Mais qu'était cette structure exactement? Une voile de peau tendue comme une voile de bateau, telle qu'on la dessine le plus souvent? Un boss de graisse et de muscles comme chez le bison ou le zébu moderne? Une crête osseuse servant à la parade nuptiale et à la reconnaissance entre individus de la même espèce? Un dispositif de thermorégulation permettant à l'animal d'absorber ou de dissiper la chaleur en orientant cette surface vers ou loin du soleil? La vérité est que personne ne sait avec certitude. Les os nous disent que la structure existait. Ils ne nous disent pas ce qu'elle contenait. Et selon la réponse à cette question, le spinosaure que vous imaginez change radicalement d'apparence et de comportement. Ce que les os nous disent en revanche, et ce point est crucial, c'est que le squelette du spinosaure dans son ensemble ne ressemble pas à celui d'un chasseur terrestre pur. Chaque élément, pris séparément, peut s'expliquer autrement. Mais pris ensemble, il dessine le portrait d'un animal en transition. Un animal à la frontière de deux mondes, ni entièrement terrestre, ni entièrement aquatique. Quelque chose entre les deux, et peut-être quelque chose que nous n'avons tout simplement pas de mots précis pour désigner dans notre vocabulaire moderne. Mais il manque encore une pièce, la pièce la plus importante peut-être, celle qui a tout changé en 2014 et qui a forcé les paléontologues à tout recommencer depuis zéro. Les os des jambes, leur densité, leur structure interne, et ce que ces os révèlent quand on les coupe en tranches fines et qu'on les observe au microscope. C'est là que l'histoire du spinosaure prend une dimension que personne n'avait vraiment anticipée. Pour comprendre ce que les os des jambes du spinosaure révèlent, il faut d'abord comprendre un concept simple mais fondamental en biologie. La densité osseuse comme journal intime d'un animal. Les os ne sont pas des structures mortes et inertes. Ils sont vivants. Ils répondent aux contraintes mécaniques que l'animal leur impose tout au long de sa vie.
Ils s'épaississent là où la pression est forte. Ils s'allègent là où la légèreté est un avantage. Et surtout, ils enregistrent l'environnement dans lequel l'animal passe le plus clair de son temps. Prenez un oiseau. Les os d'un aigle sont creux, pneumatisés, légers comme du papier épais. L'évolution a tout fait pour réduire la masse osseuse afin de faciliter le vol. Maintenant, prenez un manchot. Les os d'un manchot sont denses, compacts, presque solides. Parce que sous l'eau, la légèreté est un problème. Elle vous fait remonter à la surface quand vous voulez descendre. La densité osseuse est un lest naturel, un ancrage contre la poussée d'Archimède. Les manchots ont des os lourds pour les mêmes raisons que les plongeurs humains portent des ceintures de plomb. En 2014, Nizar Ibrahim et son équipe ont examiné les vertèbres et les os longs du spinosaure au microscope. Ce qu'ils ont trouvé dans la structure interne de ces os a immédiatement attiré leur attention. Les os étaient compacts, denses, avec une réduction significative des espaces internes comparés aux autres grands théropodes terrestres de taille comparable. Une structure que les paléontologues appellent ostéosclérose, littéralement durcissement de l'os. Ce même type de densité osseuse se retrouve aujourd'hui chez les hippopotames, les lamantins, les dugongs et certains crocodiliens. Des animaux qui passent une grande partie de leur existence dans l'eau. Des animaux pour qui la densité osseuse n'est pas un handicap, mais un outil de flottabilité contrôlée. Ibrahim et son équipe ont publié leurs conclusions dans la revue Nature en 2020. Le titre de l'article était sans ambiguïté. Le spinosaure était un nageur actif. Pas un pataugeur de berge. Pas un chasseur qui trempait les pieds dans l'eau depuis la rive. Un nageur, un plongeur. Un animal capable de s'immerger et de se propulser activement dans un milieu aquatique. L'équipe est allée plus loin. Ils ont analysé la forme et la structure de la queue du spinosaure, en particulier les vertèbres caudales, ces os qui forment la colonne vertébrale de la queue. Et là, une découverte spectaculaire. Les vertèbres de la queue du spinosaure présentaient des apophyses, des prolongements osseux, particulièrement hautes et larges, créant une queue aplatie latéralement, semblable à celle d'un crocodile ou d'une loutre géante. Une queue faite pour onduler de gauche à droite et propulser un corps massif dans l'eau. Pour tester cette hypothèse, l'équipe a construit un modèle mécanique de la queue du spinosaure et l'a soumis à des simulations hydrodynamiques. Le résultat était clair. Cette queue générait une poussée dans l'eau 2 à 3 fois supérieure à celle que produirait une queue de théropode terrestre classique de même taille. Pas comme un appendice passif que l'animal traînerait derrière lui. Comme une rame, comme un moteur. Voilà pourquoi 2020 a représenté un tournant. Voilà pourquoi l'image du spinosaure a été redessinée une fois de plus. Non plus un grand lézard avec une voile qui pataugeait dans des eaux peu profondes, mais un nageur actif, un prédateur aquatique de pleine eau, quelque chose qui n'avait jamais existé à cette échelle dans toute l'histoire des dinosaures. Mais, et c'est là que le dossier du spinosaure redevient immédiatement compliqué, d'autres chercheurs n'étaient pas convaincus. En 2022, une équipe internationale publiait dans la revue PeerG une analyse biomécanique détaillée qui remettait en question les conclusions d'Ibrahim. Leur argument central portait sur la locomotion. Si le spinosaure était un nageur actif utilisant principalement sa queue pour se propulser, alors sa locomotion dans l'eau aurait ressemblé à celle d'un crocodile. Propulsion caudale, mouvements latéraux, corps relativement rigide. Or, les analyses biomécaniques de la colonne vertébrale du spinosaure suggèrent une rigidité de l'ensemble du torse qui aurait rendu cette forme de nage peu efficace et énergétiquement coûteuse. Leur conclusion alternative, le spinosaure était un chasseur de berges et d'eau peu profonde. Un animal qui se tenait au bord de l'eau, utilisait ses bras puissants et ses griffes pour saisir des poissons, plongeait sa tête dans l'eau pour capturer des proies, mais ne nageait pas activement en pleine eau de façon régulière. L'image change encore. Le nageur olympique redevient un pêcheur de rivière. Et maintenant, posez-vous la question que tout paléontologue se pose face à ce débat. Qui a raison? La réponse honnête est que nous ne savons pas encore. Les deux équipes travaillent à partir des mêmes fossiles, des mêmes données. Mais elles utilisent des modèles différents, des hypothèses de départ différentes, des méthodes d'analyse différentes. Et elles arrivent à des conclusions opposées. Ce n'est pas un échec de la science. C'est la science qui fonctionne normalement. C'est le processus par lequel la connaissance se construit, se teste,
se casse et se reconstruit. Mais pour le grand public, et même pour beaucoup de scientifiques, c'est une source de frustration profonde. Parce que le spinosaure est là depuis 100 ans, et nous n'arrivons toujours pas à le saisir complètement. Ce qui est certain, en revanche, ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est que le spinosaure mangeait du poisson, massivement, de façon préférentielle. Et les preuves de cela ne viennent pas de la forme de ses dents ou de son museau. Elles viennent de l'intérieur de ses os. Des analyses isotopiques réalisées sur les dents et les os de spinosaures, en particulier des mesures des rapports entre différents isotopes de l'oxygène et du carbone piégés dans l'émail dentaire, montrent des valeurs chimiques caractéristiques d'un animal passant une grande partie de son temps en contact avec l'eau douce. Ces signatures isotopiques sont comparables à celles des crocodiliens de la même formation géologique, pas à celles des théropodes terrestres contemporains. En d'autres termes, même si la question de la nage active reste débattue, la chimie de ces eaux dit clairement que le spinosaure était intimement lié aux milieux aquatiques. Pas occasionnellement, régulièrement, structurellement. Mais voici la question que cette conclusion soulève immédiatement. Et c'est une question qui a hanté les paléontologues depuis les premières reconstructions sérieuses de cet animal. Si le spinosaure mangeait principalement du poisson, si son anatomie, sa chimie osseuse et son environnement pointent tous vers une spécialisation aquatique, alors pourquoi était-il si immense? Les piscivores modernes, aussi efficaces soient-ils, n'atteignent pas 15 mètres. Les loutres géantes font 2 mètres. Les crocodiles du Nil font rarement plus de 6 mètres. Même le plus grand crocodilien connu, le Sarcosuchus de la même formation, ne dépassait pas 12 mètres selon les meilleures estimations. Alors pourquoi le spinosaure a-t-il poussé la spécialisation piscivore jusqu'à des dimensions que rien d'autre dans l'histoire de la vie aquatique n'a jamais atteintes? La réponse à cette question, ou plutôt les tentatives de réponse, nous emmènent vers un territoire encore plus fascinant. Vers les poissons de la formation Kemkem eux-mêmes. Vers ces monstres aquatiques préhistoriques qui nageaient dans les mêmes eaux que le spinosaure. Et vers une dynamique prédateur-proie d'une échelle que rien dans le monde moderne ne peut vraiment illustrer. Pour comprendre pourquoi le spinosaure était si grand, il faut regarder ce qu'il mangeait. Et pour comprendre ce qu'il mangeait, il faut regarder dans l'eau. Dans les eaux de la formation Kemkem, il y a 100 millions d'années, nageaient des poissons. Mais pas des poissons comme ceux que vous imaginez. Pas des carpes ou des perches. Des monstres. Des créatures aquatiques d'une taille et d'une puissance que rien dans les océans et les rivières actuelles ne peut vraiment faire imaginer. Des poissons si grands, si massifs, si abondants, qu'ils constituaient à eux seuls une ressource alimentaire capable de soutenir le plus grand prédateur terrestre de son époque. Commençons par le plus spectaculaire, le Mawsonia. Le Mawsonia était un coelacanthe, un poisson charnu appartenant à un groupe qui existe depuis plus de 350 millions d'années et dont quelques représentants survivent encore aujourd'hui dans les profondeurs de l'océan Indien. Mais le Mawsonia de la formation Kemkem n'avait rien à voir avec ses cousins modernes, discrets et de taille modeste. Les estimations basées sur les fragments osseux découverts au Maroc et au Brésil, car ces deux régions étaient encore reliées à cette époque, suggèrent que le Mawsonia atteignait 3 à 6 mètres de longueur, soit la taille d'un grand requin blanc. Un poisson charnu, massif, musclé, avec une chair riche en graisse et en protéines. Une proie de choix pour un prédateur assez grand pour le saisir. Ensuite, il y avait l'Onchopristis, une raie à scie préhistorique dont le rostre, cette extension nasale armée de dents barbelées comme des hameçons inversés, pouvait atteindre 2 mètres de long à lui seul. L'animal entier dépassait probablement 8 mètres. Les dents barbelées de l'Onchopristis ont été retrouvées dans plusieurs sites de la formation Kemkem. Et certaines d'entre elles ont été retrouvées associées à des restes de spinosaures, ce qui suggère fortement que le spinosaure chassait activement cette créature, ou en tout cas, qu'il entrait régulièrement en contact physique avec elle. Et puis il y avait les poissons osseux géants du groupe des coelacanthes et des lépidotides. Des poissons blindés, couverts d'écailles épaisses et dures comme de la céramique, qui pouvaient atteindre des longueurs considérables et dont la biomasse totale dans ces eaux était probablement colossale. Réfléchissez à ce que cela représente. Dans un système fluvial tropical d'une richesse biologique extrême, avec des crues saisonnières concentrant les poissons dans des zones de plus en plus restreintes, à mesure que les eaux basses approchent,
vous avez une ressource alimentaire d'une densité et d'une qualité nutritive exceptionnelle, disponible en permanence, sans avoir à chasser, sans avoir à courir, sans avoir à rivaliser directement avec le carcharodontosaure ou les autres théropodes terrestres qui dominaient la terre ferme. C'est peut-être là la réponse à la question de la taille. Non pas malgré la spécialisation aquatique, mais grâce à elle. Un prédateur terrestre, aussi grand soit-il, doit dépenser une énergie considérable pour chasser. Il doit courir, poursuivre, lutter. Il brûle des calories à grande vitesse. Et il doit partager ses proies, ou les défendre, contre les autres grands carnivores de son environnement. La compétition terrestre dans la formation Kemkem était féroce. Le carcharodontosaure seul représentait un rival potentiellement redoutable. Mais dans l'eau, dans ce garde-manger liquide et boueux de milliers de kilomètres carrés, le spinosaure était peut-être seul. Ou presque. Assez grand pour intimider les crocodiliens. Assez adapté pour exploiter une ressource que les autres grands théropodes ne pouvaient pas atteindre efficacement. Et dans un environnement où la nourriture est abondante et la compétition réduite, l'évolution pousse souvent vers le gigantisme. Plus vous êtes grand, plus vous pouvez manger. Plus vous pouvez manger, plus vous survivez. Plus vous survivez, plus vous vous reproduisez. Le gigantisme du spinosaure serait alors non pas un mystère, mais une conséquence logique de sa niche écologique. Mais cette explication, aussi séduisante soit-elle, soulève immédiatement une autre question. Une question que certains paléontologues posent depuis des années et qui ne reçoit pas encore de réponse satisfaisante. Si le spinosaure était si bien adapté à la pêche, si son museau, ses dents, ses griffes, sa densité osseuse, sa queue, tout pointait vers une spécialisation aquatique, alors pourquoi trouve-t-on dans les archives fossiles des preuves qu'il mangeait autre chose que du poisson? Car ces preuves existent, et elles sont troublantes. En 2004, une étude publiée dans le journal Cretaceous Research analysait des dents isolées de spinosaures retrouvées dans des sites européens, notamment dans la formation portugaise de Lourinhã et dans des gisements anglais du Crétacé inférieur. Ces dents portaient des marques d'usure et des micro-rayures caractéristiques d'un contact avec des os durs, pas des arêtes de poisson, des os de vertébrés terrestres de grande taille. Plus troublant encore, dans certains sites nord-africains, des restes de ptérosaures, ces reptiles volants qui pouvaient avoir une envergure de plusieurs mètres, ont été retrouvés avec des marques de dents correspondant au profil conique et lisse du spinosaure. Un ptérosaure, pas un poisson. Un animal aérien qui s'était peut-être posé sur la berge ou qui avait plongé trop près de la surface. Et dans au moins un cas documenté, des restes d'un jeune dinosaure terrestre ont été retrouvés en association avec des dents de spinosaure, dans des conditions stratigraphiques suggérant une prédation directe plutôt qu'un charognage opportuniste. Alors que penser de tout cela? Le spinosaure était-il un pêcheur spécialisé qui complétait son régime de façon opportuniste avec n'importe quelle proie accessible? Ou était-il un prédateur généraliste qui utilisait simplement les ressources aquatiques de façon préférentielle sans s'y limiter exclusivement? La distinction est importante. Elle change fondamentalement notre image de cet animal. Un pêcheur spécialisé est une créature prévisible, presque mécanique dans ses comportements. Un prédateur opportuniste généraliste est quelque chose de bien plus dangereux, de bien plus flexible, de bien plus difficile à catégoriser. Et la vérité, selon les données disponibles aujourd'hui, penche probablement vers la seconde option. Le spinosaure n'était pas un outil à une seule fonction. C'était une machine à survivre dans l'un des environnements les plus compétitifs que la Terre ait jamais produit. Et les machines à survivre ne refusent pas une opportunité parce qu'elle ne correspond pas à leur spécialité théorique. Mais il y a encore une pièce dans ce puzzle que nous n'avons pas encore examinée. Une pièce qui, pendant des décennies, a été le cœur de toute discussion sur le spinosaure. Une pièce qui a été détruite par les bombes, retrouvée dans le désert et reconstruite morceau par morceau par une génération de chercheurs acharnés. L'histoire de la découverte du spinosaure elle-même. Une histoire qui commence en Égypte au début du XXe siècle, traverse 2 guerres mondiales et se termine, provisoirement, dans les dunes du Sahara marocain, avec un fossile de hanche acheté sur un marché local par un paléontologue allemand anonyme. C'est l'histoire la plus étrange de toute la paléontologie du XXe siècle. Et elle commence avec un aristocrate allemand, un désert,
et des eaux que personne ne savait encore interpréter. Nous sommes en 1912. L'Égypte est sous protectorat britannique depuis 30 ans, mais les expéditions scientifiques européennes continuent d'affluer dans le pays, attirées par ses richesses archéologiques et géologiques. C'est dans ce contexte qu'un aristocrate allemand du nom d'Ernst Stromer von Reichenbach débarque dans la vallée du Nil avec une mission précise: trouver des fossiles de vertébrés dans les formations rocheuses du désert occidental égyptien. Stromer n'est pas un aventurier amateur, c'est un paléontologue sérieux, formé à Munich, méthodique et rigoureux. Il a déjà effectué plusieurs voyages en Égypte, et il connaît le potentiel fossile des grès de Bahariya, une formation géologique dans l'oasis de Bahariya, à environ 350 km au sud-ouest du Caire. Des roches datant du Crétacé moyen, déposées dans un environnement côtier et fluvial. Exactement le type d'environnement susceptible de préserver des restes d'animaux géants. En 1912 et 1914, Stromer et son assistant Richard Mark Graf extraient de ces grès égyptiens une collection de fossiles remarquables. Pas des squelettes complets, jamais des squelettes complets avec les grands prédateurs, c'est la règle cruelle de la paléontologie, mais des fragments significatifs, des vertèbres, des dents, des fragments de membres, et surtout, ces apophyses épineuses extraordinaires, ces longs prolongements osseux qui s'élèvent depuis la colonne vertébrale comme des épines géantes. Stromer comprend immédiatement qu'il a affaire à quelque chose d'exceptionnel. Les apophyses épineuses seules mesurent pour certaines plus d'1,60 m de hauteur. Rien dans la littérature paléontologique de l'époque ne correspond à ces proportions. Il prend ses notes, il fait ses mesures, il emballe soigneusement les fossiles et les expédie en Allemagne, au musée de paléontologie de Munich, la Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, où ils arriveront en 1915, en pleine Première Guerre mondiale. C'est en 1915 que Stromer publie la première description scientifique officielle du Spinosaurus aegyptiacus. Le nom est choisi avec soin. Spinosaurus, du latin spina, l'épine, et du grec sauros, le lézard épineux, et Aegyptiacus, d'Égypte, pour honorer le lieu de découverte. La description de Stromer est aussi précise que les fossiles disponibles le permettent. Mais ces fossiles sont fragmentaires, incomplets. Stromer le sait. Il le dit clairement dans sa publication. Il reconnaît que sa reconstruction est provisoire, que les proportions globales de l'animal restent incertaines, que des découvertes futures seront nécessaires pour compléter le tableau. Ce qui ne l'empêche pas de réaliser quelque chose d'important. Cet animal était différent de tous les théropodes connus jusqu'alors. Son museau semblait plus allongé, ses dents étaient coniques plutôt que comprimées latéralement. Et cette voile dorsale, si c'en était une, était d'une ampleur sans précédent dans les archives fossiles. Pendant les décennies suivantes, les fossiles de Munich deviennent la référence mondiale pour le spinosaure. Les paléontologues du monde entier viennent les étudier, les photographier, prendre de nouvelles mesures. Stromer lui-même continue de publier sur les dinosaures de Bahariya, car le spinosaure n'était pas la seule découverte remarquable de ces expéditions. Il avait également mis au jour le Carcharodontosaure et le Bahariasaurus, deux autres grands théropodes qui contribuaient à faire de l'Égypte du Crétacé l'un des environnements les plus fascinants de la paléontologie mondiale. Et puis vient la Seconde Guerre mondiale. Stromer, qui avait vieilli à Munich, avait perdu ses fils au combat. Il avait supplié les autorités du musée de déplacer les fossiles vers un endroit sûr, loin de Munich, qui était devenu une cible évidente pour les bombardements alliés. Il avait écrit des lettres. Il avait insisté. On lui avait répondu que les collections étaient en sécurité, que le musée était protégé, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Dans la nuit du 24 au 25 avril 1944, des bombardiers alliés larguent leurs charges sur Munich. Le musée de paléontologie est touché. Les collections de la salle des dinosaures sont détruites. Les vertèbres du spinosaure, les dents soigneusement étiquetées, les apophyses épineuses qui avaient traversé le désert égyptien et deux guerres, tout part en fumée et en poussière de plâtre. Stromer apprend la nouvelle depuis sa retraite à la campagne. Il a 77 ans. Il mourra 3 ans plus tard, en 1947, sans avoir revu ses fossiles. Et le spinosaure, le vrai spinosaure, en os et en pierre, cesse d'exister physiquement. Ce qui reste, c'est le papier. Les publications de Stromer, ses descriptions, ses mesures, ses dessins à la plume, précis et méticuleux, réalisés avant la guerre. Et quelques photographies en noir et blanc des pièces originales.
floue, prise avec les technologies de l'époque, mais existante. Pendant 50 ans, le spinosaure est une créature de papier, un fantôme paléontologique. Les chercheurs travaillent à partir de descriptions et de reproductions. Les reconstructions sont approximatives. Les débats sont nombreux, mais tournent en rond, faute de matériel primaire à analyser. Ce n'est qu'en 1998 qu'une nouvelle avancée significative se produit. Dale Russell, paléontologue canadien de renom, décrit des dents isolées de spinosaures trouvées dans plusieurs formations du Crétacé à travers le monde, ce qui commence à donner une idée de la distribution géographique de l'animal. Mais les vertèbres, le crâne, le squelette post-crânien, tout ça reste manquant. Puis vient l'an 2000, et une découverte qui va tout changer. Pas en Égypte cette fois, au Maroc. Dans les années 90 et 2000, les gisements fossiles de la formation Kem-Kem, dans le sud-est du Maroc, commencent à livrer des trésors. Des fossiles de spinosaures, des dents d'abord, puis des os plus significatifs, commencent à apparaître. Certains sont découverts par des chercheurs professionnels. Beaucoup sont mis au jour par des habitants locaux qui les vendent sur les marchés de fossiles de la région. Un commerce informel et problématique sur le plan scientifique, mais qui permet néanmoins à des pièces importantes d'entrer dans le circuit académique. C'est précisément par ce biais qu'arrive la pièce qui va transformer la compréhension du spinosaure pour la décennie suivante. Un fossile de hanche, un fragment pelvien significatif, acheté par un paléontologue dont l'identité restera longtemps non divulguée dans les publications, sur un marché local du Maroc. Un os dont les proportions anormales, des pattes arrière visiblement plus courtes que ce que les modèles de l'époque anticipaient, vont planter une première graine de doute sur l'image du spinosaure comme grand bipède terrestre classique. Cette pièce finit entre les mains de Nizar Ibrahim, alors jeune chercheur, qui commence à reconstituer l'histoire de sa provenance et à en mesurer les implications. Et c'est ce travail de reconstitution, scientifique, géographique, presque policier, qui va mener à l'expédition de 2013 dans les falaises de la formation Kem-Kem. L'expédition qui va exhumer de nouveaux fossiles, qui va permettre une reconstruction presque complète du squelette, et qui va produire la publication de 2014 dans Science, celle qui a redessiné le spinosaure une fois pour toutes, ou du moins, jusqu'à la prochaine fois. Car il y a un détail dans cette histoire que la plupart des résumés populaires omettent. Un détail qui illustre mieux que tout autre la complexité et les limites de notre connaissance de cet animal. La reconstitution de 2014, aussi spectaculaire soit-elle, repose sur des fossiles qui ne proviennent pas tous du même individu, ni même exactement du même site. Certains os viennent d'un endroit précis de la formation Kem-Kem. D'autres viennent de sites légèrement différents. D'autres encore, comme ce fameux fragment pelvien, ont une provenance commerciale dont la localisation exacte ne peut pas être vérifiée avec une certitude absolue. En paléontologie, assembler des os de provenance différente pour reconstruire un squelette est une pratique courante et souvent nécessaire. Mais elle introduit des marges d'erreur, des hypothèses implicites sur la cohérence morphologique entre des individus différents. Et ces marges d'erreur sont précisément ce que les critiques de la reconstruction de 2014 ont mis en avant. Certains chercheurs ont soutenu que les pattes courtes utilisées dans la reconstruction pourraient appartenir à un individu juvénile plutôt qu'à un adulte, ce qui changerait radicalement les proportions de l'animal mature, ce qui remettrait en question le centre de gravité bas, ce qui modifierait toute l'argumentation en faveur d'une locomotion semi-aquatique. Ibrahim et son équipe ont répondu à ces critiques point par point. Ils ont fait valoir que les marqueurs de maturité osseuse sur les fossiles indiquaient clairement un individu adulte, que les proportions observées ne pouvaient pas s'expliquer par le seul effet de la croissance, que l'ensemble des données convergentes, densité osseuse, forme de la queue, morphologie du crâne, pointaient dans la même direction indépendamment de la question des pattes. Le débat n'est pas clos. Il ne le sera probablement pas avant que de nouveaux fossiles, des fossiles clairement associés, provenant d'un même individu, d'un même site stratigraphique précis, ne viennent trancher la question. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui, avec un animal connu depuis 112 ans, détruit, reconstitué, redessiné, débattu dans les plus grandes revues scientifiques du monde, et encore incomplètement compris. Mais il reste une dernière dimension de l'histoire du spinosaure que nous n'avons pas encore abordée.
une dimension qui dépasse la biologie, l'anatomie et la paléontologie. Une dimension culturelle et cinématographique qui a façonné l'image de cet animal dans l'imagination collective mondiale, d'une façon que les scientifiques eux-mêmes n'avaient pas anticipée, et qui a rendu la tâche de corriger les idées reçues bien plus difficile qu'elle ne l'aurait été autrement. En 2001, le spinosaure est apparu sur les écrans du monde entier, dans un film, face à un tyrannosaure. Et ce qui s'est passé ensuite a eu des conséquences que personne dans la communauté paléontologique n'oubliera de sitôt. En l'an 2001, le troisième volet de la saga Jurassic Park sort dans les salles du monde entier. Jurassic Park 3. Et dans les premières minutes du film, quelque chose se produit qui va traumatiser une génération entière de fans de dinosaures et déclencher une guerre froide silencieuse entre Hollywood et la communauté paléontologique. Le spinosaure tue le tyrannosaure. Pas un combat équilibré, pas une lutte épique entre deux titans. Une mise à mort rapide, presque désinvolte. Le tyrannosaure, l'icône absolue, le roi incontesté de la culture populaire depuis un siècle, la créature la plus célèbre de toute l'histoire de la paléontologie, se fait briser la nuque par un spinosaure qui semble à peine forcé. En moins de 2 minutes de film, la hiérarchie des prédateurs préhistoriques dans l'imaginaire collectif est bouleversée. Les réactions sont immédiates et violentes. Sur les forums Internet de l'époque, nous sommes en 2001, Internet existe mais les réseaux sociaux n'ont pas encore de l'ampleur qu'ils auront plus tard, des milliers de messages s'accumulent. Des fans indignés défendent leur T-Rex. Des curieux cherchent des informations sur ce spinosaure qu'ils ne connaissaient pas. Des enfants rentrent chez eux après le cinéma et demandent à leurs parents « Mais c'est quoi ce dinosaure avec la voile sur le dos ?» Du point de vue marketing, le film a réussi quelque chose de remarquable. Il a transformé un fossile obscur, connu principalement des paléontologues et des passionnés, en une célébrité mondiale instantanée. Du jour au lendemain, le spinosaure était partout. Sur les jouets, dans les encyclopédies pour enfants, dans les discussions de cours d'école. Mais voilà le problème. Le spinosaure de Jurassic Park 3 n'avait presque rien à voir avec ce que la science savait ou supposait de l'animal réel. Et comme souvent quand Hollywood s'empare d'un sujet scientifique, la fiction a pris le pas sur la réalité dans l'esprit du grand public d'une façon qui allait durer des années. Examinons les libertés prises par le film, une par une, parce que la liste est longue et instructive. Première liberté, la taille. Le spinosaure de Jurassic Park 3 est représenté comme significativement plus grand que le T-Rex, justifiant ainsi sa victoire au combat. Or, en réalité, les deux animaux n'étaient pas contemporains. Ils ne vivaient pas sur le même continent, ni à la même époque géologique. Le T-Rex vivait en Amérique du Nord il y a 66 à 68 millions d'années. Le spinosaure vivait en Afrique du Nord il y a 95 à 100 millions d'années. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils n'auraient jamais pu se rencontrer. La question de savoir lequel aurait gagné un combat est aussi pertinente scientifiquement que de demander qui gagnerait entre un lion et un tigre du Bengale, amusante comme exercice de pensée, mais sans aucune signification biologique réelle. Deuxième liberté, la posture et la locomotion. Le spinosaure du film se déplace comme un grand bipède classique, debout, dynamique, rapide. Il court, il charge, il attaque avec la vélocité d'un prédateur terrestre pur. Or, nous savons aujourd'hui, et même en 2001 des indices existaient déjà, que le spinosaure n'était probablement pas un coureur rapide. Son centre de gravité bas, ses pattes relativement courtes, sa morphologie générale, suggèrent un animal bien moins agile sur terre ferme qu'un tyrannosaure, ou même qu'un carcharodontosaure. La scène de poursuite à travers la jungle n'a aucun fondement paléontologique sérieux. Troisième liberté, le comportement. Le spinosaure du film est un prédateur territorial agressif qui attaque les humains par instinct et par persistance. Il les pourchasse, il les traque. Il semble presque doué d'une intention malveillante. Or, les prédateurs réels ne fonctionnent pas ainsi. Ils chassent quand ils ont faim ou quand ils se sentent menacés. Ils évaluent le rapport coût-bénéfice de chaque attaque. Un animal de 7 à 9 tonnes qui dépense son énergie à pourchasser des proies de 70 kilos à travers une jungle dense serait un animal voué à mourir de faim rapidement. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme à rebours, c'est simplement de la biologie de base. Quatrième liberté, et c'est peut-être la plus dommageable sur le long terme, l'image générale de l'animal.
Le spinosaure de Jurassic Park 3 est un grand théropode terrestre avec une voile décorative sur le dos. Rien dans sa représentation visuelle ne suggère un animal lié à l'eau. Pas de museau adapté à la pêche, pas de comportement aquatique, pas d'indication d'une quelconque spécialisation écologique différente des autres grands carnivores du film. C'est visuellement un T-Rex avec une voile. Or, c'est précisément cette représentation, massive, terrestre, prédateur universel, qui s'est gravée dans l'imaginaire de toute une génération. Et quand, en 2014, Ibrahim et son équipe ont publié leur reconstruction d'un spinosaure semi-aquatique aux pattes courtes et au comportement de pêcheur géant, la réaction d'une partie du public a été le rejet. Pas par malveillance, par dissonance cognitive, parce que l'image mentale était trop ancrée, parce que le spinosaure de papier, celui qui avait battu le T-Rex, était devenu plus réel que le spinosaure de pierre. Ce phénomène n'est pas unique aux spinosaures. Il touche presque tous les dinosaures célèbres. Le vélociraptor de Jurassic Park est 2 fois trop grand et n'a pas de plumes. La vraie bête faisait la taille d'une dinde et en était couverte. Le brachiosaure ne pouvait probablement pas se cabrer sur ses pattes arrière comme dans le film. Le dilophosaure ne crachait pas de venin et ne déployait pas de collerette. Aucune preuve fossile n'existe pour ces caractéristiques. La liste est longue. Mais le cas du spinosaure est particulièrement intéressant parce qu'il s'est produit au pire moment possible. Le film est sorti en 2001. Les grandes révisions scientifiques de l'animal ont commencé à partir de 2008 et se sont accélérées en 2014. Ce qui signifie que pendant 13 ans, l'image du film était non seulement la plus connue, elle était aussi la plus récente dans l'esprit du grand public. La science était en retard sur la fiction. Ou plutôt, la fiction avait pris une telle avance que la science avait du mal à la rattraper dans la conscience collective. Aujourd'hui, plus d'une décennie après la publication d'Ibrahim, la situation s'améliore. Les représentations du spinosaure dans les documentaires sérieux, les encyclopédies actualisées et les musées modernes intègrent progressivement les données les plus récentes. Des artistes paléontologiques spécialisés, comme Davide Bonadonna ou Julius Xottoni, ont produit des reconstructions visuelles du spinosaure aquatique qui sont à la fois scientifiquement fondées et visuellement saisissantes. Un animal bas sur pattes, plongeant son long museau dans une eau brune et trouble, ses bras puissants écartés pour stabiliser son corps dans le courant. Une image bien plus étrange et bien plus fascinante, en réalité, que le monstre bipède du film. Mais la bataille culturelle n'est pas totalement gagnée, et elle ne le sera peut-être jamais complètement. Parce que les films laissent des traces plus profondes que les articles scientifiques dans la mémoire collective. Et parce que le spinosaure de Jurassic Park 3, aussi inexact soit-il, a quelque chose d'indéniablement spectaculaire qui continue de captiver. Ce qui nous ramène à une question fondamentale. Une question que la culture populaire, paradoxalement, aide à poser avec une clarté que la science seule aurait du mal à formuler pour le grand public. Quel animal le spinosaure était-il vraiment dans son écosystème ? Pas dans un film, pas dans une reconstitution numérique, pas dans un article scientifique, mais dans la réalité brutale et concrète de la formation Kem-Kem il y a 100 millions d'années. Comment vivait-il au quotidien? Comment chassait-il? Comment interagissait-il avec les autres géants de son monde? Et surtout, comment a-t-il fini? Car le spinosaure a disparu, comme tout le monde dans cet épisode. Et les conditions de cette disparition, ou plutôt, les conditions qui ont conduit à l'extinction progressive de sa lignée, nous disent quelque chose d'important sur la fragilité des spécialisations évolutives, même les plus spectaculaires. Mais avant d'en arriver là, il faut encore examiner une dernière dimension de cet animal. La dimension qui fascine le plus les paléontologues aujourd'hui et qui représente peut-être la frontière la plus active de la recherche sur le spinosaure. La question de la voile. Cette structure sur le dos. Ce symbole visuel qui donne son nom à l'animal et qui reste, après 112 ans de recherche, l'un des mystères les moins résolus de toute la paléontologie des dinosaures. Regardez une image du spinosaure, n'importe laquelle, qu'elle vienne d'un film, d'un musée, d'un livre pour enfants ou d'une revue scientifique. La première chose que vous remarquez, avant le museau en forme de crocodile, avant les griffes, avant la taille, c'est la voile. Cette crête dorsale extravagante qui s'élève depuis le dos de l'animal comme une voile de bateau gonflée par le vent. C'est l'élément le plus distinctif, le plus iconique, le plus immédiatement reconnaissable. C'est aussi l'élément sur lequel nous savons le moins. Revenons aux os, parce que c'est tout ce que nous avons.
Les apophyses épineuses neurales, ces prolongements qui s'élèvent verticalement depuis chaque vertèbre dorsale, sont les seules preuves directes de cette structure. Ce sont des os. Des os longs, minces, remarquablement bien préservés dans certains spécimens. Et ces os, à eux seuls, nous disent deux choses avec certitude. Premièrement, la structure existait. Elle n'est pas une invention. Elle n'est pas une reconstruction fantaisiste. Les apophyses épineuses du spinosaure sont réelles, mesurables, reproducibles d'un spécimen à l'autre. Deuxièmement, ces apophyses étaient grandes, très grandes. Les estimations basées sur les fossiles les mieux préservés donnent des hauteurs comprises entre 1,50 m et 1,90 m pour les apophyses les plus développées, situées dans la région dorsale médiane de l'animal. Pour vous donner une référence concrète, la voile du spinosaure, si c'en était une, était plus haute que la plupart des portes d'appartements. Mais au-delà de ces deux certitudes, tout le reste est hypothèse. La première hypothèse, la plus ancienne, la plus répandue dans l'imaginaire collectif, est celle de la voile de peau. Une membrane cutanée tendue entre les apophyses épineuses, comme la voile d'un bateau ou la nageoire dorsale d'un poisson. Une structure légère, vascularisée, visible de loin. C'est l'image que Stromer lui-même a esquissée dans ses publications originales de 1915. C'est l'image qui a dominé les reconstructions artistiques pendant des décennies. C'est l'image que Jurassic Park 3 a rendue célèbre. Mais cette hypothèse pose des problèmes. Des problèmes sérieux que les chercheurs ont commencé à formuler explicitement dans les années 2000. Le premier problème est structural. Les apophyses épineuses du spinosaure ont une morphologie particulière à leur base. Une légère expansion transversale, un épaississement au niveau de l'insertion sur le corps vertébral. Cette morphologie est caractéristique d'apophyses qui supportaient une charge musculaire significative. Des apophyses faites pour ancrer des muscles puissants, pas simplement pour tendre une membrane passive. En d'autres termes, la forme des os suggère qu'il y avait de la masse là-haut, pas juste de la peau. Le deuxième problème est comparatif. Dans les archives fossiles, il existe d'autres animaux avec des apophyses épineuses développées. Le dimétrodon, ce reptile du Permien que l'on confond souvent à tort avec un dinosaure, avait une véritable voile de peau. Mais les apophyses du dimétrodon sont différentes. Elles sont plus minces, plus régulièrement cylindriques, avec moins d'indications de charge musculaire massive. La comparaison morphologique directe ne plaide pas clairement en faveur d'une voile de peau pure pour le spinosaure. Le troisième problème est fonctionnel. Si la voile servait à la thermorégulation, absorber la chaleur le matin, la dissiper en orientant la surface vers le vent en milieu de journée, alors elle devrait être particulièrement développée chez les animaux vivant dans des environnements thermiquement contraints. Or, le spinosaure vivait dans un environnement déjà extrêmement chaud et humide. La pression sélective pour un dispositif de chauffage actif aurait été faible. Et pour la dissipation de chaleur, des animaux modernes, comme l'éléphant, utilisent leurs oreilles comme radiateurs, mais ces structures sont richement vascularisées et relativement minces. Une voile de 2 mètres de haut remplie de tissu adipeux épais serait au contraire un excellent isolant thermique, exactement ce dont un animal tropical n'a pas besoin. C'est pourquoi depuis les années 2010, une hypothèse alternative a progressivement gagné du terrain dans la communauté paléontologique. L'hypothèse de la bosse. Selon cette hypothèse, les apophyses épineuses du spinosaure ne soutenaient pas une voile de peau mince et translucide, mais une structure de tissu conjonctif, musculaire et adipeux. Une bosse, similaire dans son principe à celle d'un bison américain, d'un zébu ou d'un dromadaire. Une masse de chair et de graisse encadrée et soutenue par ces longs prolongements osseux. Une structure massive, opaque, visible de loin, mais d'une nature radicalement différente de la voile classique. Cette hypothèse a plusieurs avantages. Elle est cohérente avec la morphologie des apophyses. Elle explique la charge musculaire suggérée par la structure osseuse. Et elle a des précédents dans le monde des vertébrés modernes. Les bosses des bovidés sont précisément des structures de stockage d'énergie, des réserves de graisse mobilisables pendant les périodes de disette alimentaire ou de stress physiologique intense. Pour un animal de la taille du spinosaure, vivant dans un environnement soumis à des fluctuations saisonnières importantes, des périodes d'abondance aquatique suivies de périodes de sécheresse et de rareté des ressources, une réserve d'énergie dorsale aurait pu représenter un avantage sélectif significatif.
Un capital énergétique porté sur le dos, mobilisable quand les eaux baissent et que les poissons se font rares. Mais cette hypothèse aussi a ses limites et ses critiques. Car si la structure était une bosse de graisse et de tissu mou, comment expliquer les proportions des apophyses? Les bosses de bison et de zébu sont soutenues par des apophyses épineuses développées, certes, mais pas à des hauteurs comparables. Les apophyses de ces animaux modernes dépassent rarement 40 à 50 cm au-dessus du niveau du dos. Celles du spinosaure atteignent 1,60 m, 1,90 m. C'est un facteur multiplicateur de 3 à 4. Quelle quantité de tissu mou faudrait-il pour remplir une structure de ces dimensions? La bosse résultante serait d'une taille absolument colossale, vraisemblablement plus haute que l'animal lui-même si on la représente avec des proportions réalistes par rapport aux apophyses. En 2020, une étude de Thierry Tortosa et de ses collègues, publiée dans la revue Scientific Reports, a apporté un élément nouveau au débat. En analysant la microstructure interne des apophyses épineuses d'un spinosauridé proche du spinosaure, le baryonyx, dont nous parlerons dans un instant, les chercheurs ont identifié des canaux vasculaires à l'intérieur des os eux-mêmes, des réseaux de vaisseaux sanguins intégrés dans la structure osseuse des apophyses. Ce type de vascularisation interne est caractéristique des os qui participent activement aux échanges thermiques avec l'environnement extérieur, comme les oreilles des éléphants, les crêtes de certains lézards, ou effectivement les voiles des dimétrodons. Ce résultat pencherait vers la voile de peau vascularisée, vers un dispositif de thermorégulation active, vers la première hypothèse. Mais le baryonyx n'est pas le spinosaure. Et extrapoler des résultats d'un animal à un autre, même apparenté, dans un groupe aussi diversifié que les spinosauridés, reste une démarche qui demande de la prudence. La question reste ouverte. Et elle restera probablement ouverte jusqu'à ce qu'un spécimen exceptionnel, un spinosaure momifié dans des sédiments anaérobiques préservant les tissus mous, ce qui est d'une rareté quasi miraculeuse, vienne enfin nous dire ce qu'il y avait réellement au-dessus de cette colonne de vertèbres extraordinaire. Mais la voile, ou la bosse, ne se pose pas seulement comme une question anatomique abstraite, elle se pose aussi comme une question comportementale. Parce que quelle que soit sa nature exacte, cette structure était visible, énormément visible. Elle signalait la présence du spinosaure à distance, elle le rendait reconnaissable, identifiable. Et dans le monde animal, les structures hautement visibles ont généralement une fonction de communication. Communication entre individus de la même espèce, reconnaissance des congénères, signaux de dominance, parade sexuelle. Communication interespèces, avertissement aux prédateurs potentiels, signal de taille et de puissance aux compétiteurs, ou simplement reconnaissance individuelle dans un groupe social. Ce dernier point, la dimension sociale du spinosaure, est lui aussi presque entièrement terra incognita. Vivait-il seul comme la plupart des grands prédateurs modernes, en groupes familiaux comme certains crocodiliens, en association temporaire autour de ressources alimentaires concentrées, comme les ours qui se rassemblent aux chutes de saumon en Alaska? Les archives fossiles ne nous donnent pas de réponse directe, mais elles nous donnent un indice, un seul. Dans un site de la formation KemKem, des restes de plusieurs individus de spinosauridés ont été retrouvés dans une proximité stratigraphique étroite. Pas nécessairement dans une association directe prouvant la cohabitation. Les archives fossiles sont trop fragmentaires pour cette conclusion. Mais dans un même environnement, à une même époque. Ce qui suggère au minimum une tolérance mutuelle entre individus, peut-être une exploitation commune d'une ressource alimentaire localisée. C'est mince, c'est très mince, mais c'est tout ce que nous avons. Et c'est finalement peut-être la leçon la plus importante que le spinosaure nous enseigne après 112 ans de recherche. Que la paléontologie n'est pas une science de certitudes accumulées, mais une science de questions progressivement affinées. Que chaque réponse génère de nouvelles questions. Que chaque os retrouvé dans le désert ouvre une fenêtre, mais ne ferme pas les précédentes. Il y a cependant un groupe d'animaux qui nous aide à mieux comprendre le spinosaure. Non pas par des fossiles directement liés, mais par la parenté, par l'évolution. Par ce que les paléontologues appellent le contexte phylogénétique, l'arbre généalogique élargi dans lequel le spinosaure s'inscrit. Car le spinosaure n'était pas seul. Il appartenait à une famille remarquable, les spinosauridés. Et les autres membres de cette famille, mieux préservés, mieux connus, plus complets dans les archives fossiles, nous donnent des clés pour décrypter l'animal qui nous occupe depuis le début de cette histoire.
Le spinosaure n'était pas une anomalie isolée. Ce n'était pas une expérience évolutive unique, sans précédent et sans suite. C'était le membre le plus grand, le plus spectaculaire, le plus extrême d'une famille entière de théropodes qui ont dominé certains des environnements les plus particuliers du Crétacé sur plusieurs continents et pendant des dizaines de millions d'années. Les spinosaures, Une famille de dinosaures carnivores qui partageait avec le spinosaure plusieurs caractéristiques fondamentales. Le museau allongé, les dents coniques sans dentelure, les bras robustes, une affinité probable pour les milieux aquatiques ou semi-aquatiques, mais qui déclinait ces caractéristiques dans des proportions et des contextes géographiques très différents. Étudier les spinosauridés, c'est étudier le spinosaure en creux. C'est comprendre d'où venait cette lignée, comment elle s'est diversifiée, et ce qu'elle nous dit sur les possibilités évolutives d'un plan corporel particulier. Commençons par le membre de la famille que nous connaissons le mieux, celui dont le squelette est le plus complet dans les archives fossiles, celui qui, pendant longtemps, a été notre principale fenêtre sur la biologie des spinosauridés, le Baryonyx walkeri. Nous sommes en 1983, dans une carrière d'argile du Surrey, en Angleterre, une région qui n'évoque pas spontanément les grands prédateurs préhistoriques. Un amateur de fossiles du nom de William Walker creuse dans la roche. Walker n'est pas paléontologue professionnel. C'est un plombier passionné par les fossiles, le genre d'homme qui passe ses week-ends à arpenter les affleurements rocheux avec un marteau et une patience infinie. Et dans cette carrière d'argile du Surrey, il met au jour quelque chose d'extraordinaire. Une griffe. Une griffe fossile d'une trentaine de centimètres de longueur. Une griffe recourbée, massive, d'une taille sans précédent pour les formations du Crétacé inférieur d'Europe occidentale. Walker contacte le musée d'histoire naturelle de Londres. Les paléontologues se déplacent, et ce qu'ils extraient des argiles du Surrey au cours des mois suivants dépasse toutes les attentes. Un squelette partiel mais relativement complet d'un grand théropode inconnu. Un animal d'environ 9 mètres de longueur, pesant peut-être 1,5 tonnes à 2 tonnes, avec un museau allongé, des dents coniques, et des membres antérieurs puissants armés de ces griffes recourbées caractéristiques. En 1986, Alan Charig et Angela Milner du Musée d'histoire naturelle de Londres décrivent officiellement l'animal. Ils le nomment Baryonyx walkeri, le lézard aux lourdes griffes de Walker, en hommage à son découvreur amateur. C'est l'une des rares fois dans l'histoire de la paléontologie qu'un dinosaure majeur porte le nom d'un plombier du Surrey. Mais le plus remarquable dans la découverte du Baryonyx ne fut pas le squelette lui-même. Ce fut ce que les chercheurs trouvèrent à l'intérieur de sa cage thoracique. Des écailles de poisson. Des centaines d'écailles fossilisées appartenant à un grand poisson du Crétacé appelé l'épidote. Et des dents partiellement digérées du même poisson. Le contenu stomacal du Baryonyx, le dernier repas de cet animal mort il y a 125 millions d'années, était encore là, conservé dans la roche, attendant qu'un plombier du Surrey vienne le découvrir. Ce fut la première preuve directe, non inférée, non hypothétique, que les spinosauridés mangeaient du poisson. Pas une déduction à partir de la forme des dents. Pas une analogie avec des animaux modernes. Des écailles, des dents digérées, un repas fossilisé. Et ce n'était pas tout. Dans la même cage thoracique, les chercheurs trouvèrent également des restes partiels d'un jeune iguanodon, un grand dinosaure herbivore de la même formation. Ce qui signifiait que le Baryonyx ne se limitait pas aux poissons, qu'il était, comme son grand cousin africain, un prédateur opportuniste capable de s'attaquer à des proies terrestres de grande taille quand l'occasion se présentait. La découverte du Baryonyx a transformé la compréhension des spinosauridés, et par extension, elle a renforcé rétrospectivement les hypothèses sur le spinosaure lui-même, dont les fossiles originaux avaient été détruits 40 ans plus tôt. Si le Baryonyx mangeait du poisson, si sa morphologie crânienne et dentaire était si similaire à celle du spinosaure, alors il devenait légitime de supposer que le spinosaure partageait ce comportement alimentaire. Passons maintenant à un autre membre de la famille, plus grand que le Baryonyx, plus proche géographiquement du spinosaure, et d'une importance capitale pour comprendre la diversité des spinosauridés en Afrique et en Europe méridionale. Le Suchosaurus, connu principalement par des dents isolées trouvées en Angleterre et au Portugal, un animal dont la taille reste difficile à estimer précisément, mais qui se situait probablement entre le Baryonyx et le spinosaure, dans la hiérarchie des tailles. Son importance réside moins dans ses dimensions
que dans sa distribution géographique. Sa présence en Europe occidentale au Crétacé inférieur suggère que les spinosauridés ont colonisé les masses terrestres disponibles de façon extensive, profitant des ponts terrestres épisodiques entre l'Europe, l'Afrique et peut-être l'Amérique du Sud. Et puis il y a le Irritator challengeri, un nom qui mérite une explication. Découvert au Brésil dans la formation Santana, dans l'état du Ceará, l'Irritator est connu par un crâne partiel remarquablement bien préservé. Mais son histoire de découverte est à la fois fascinante et déprimante. Le crâne a été mis au jour par des chasseurs de fossiles locaux et vendu sur le marché commercial avant d'être acquis par le Staatliches Museum für Naturkunde de Stuttgart en Allemagne. Quand les paléontologues ont commencé à l'analyser, ils ont découvert avec consternation que le crâne avait été modifié, altéré. Des sections avaient été remplies avec du plâtre et de la résine pour le rendre plus impressionnant et donc plus commercial. Des parties avaient été déplacées, d'autres avaient été ajoutées artificiellement. Le nettoyage et la restauration scientifique du crâne ont demandé un travail considérable. Et les chercheurs qui ont mené ce travail, David Martil et ses collègues, au début des années 90, ont choisi le nom Irritator en hommage direct à leur expérience lors de la restauration. Irritator. Parce que travailler sur ce spécimen les avait profondément irrités. C'est l'un des noms les plus honnêtement autobiographiques de toute la nomenclature paléontologique. Mais au-delà de son histoire chaotique, l'Irritator est scientifiquement précieux. Son crâne montre clairement les caractéristiques spinosauridées, le rostre allongé, les dents coniques, les fosses nerveuses au bout du museau. Et sa présence au Brésil, dans des sédiments contemporains de ceux de la formation Kemkem marocaine, rappelle que l'Afrique et l'Amérique du Sud n'étaient pas encore complètement séparées à cette époque. Le bras de mer de l'Atlantique Sud était encore étroit. Les spinosauridés pouvaient peut-être encore traverser, ou du moins leurs ancêtres avaient traversé avant que la séparation ne soit définitive. Il faut également mentionner le Sigilmassasaurus, décrit à partir de vertèbres cervicales trouvées au Maroc, dans la formation Kemkem, la même que le spinosaure. Pendant longtemps considéré comme une espèce distincte, puis reclassifié par certains chercheurs comme synonyme du spinosaure Aegyptiacus lui-même, puis redécrit comme distinct. Le débat sur son statut taxonomique n'est pas clos. Ce cas illustre une difficulté récurrente en paléontologie des spinosauridés. Quand les fossiles sont fragmentaires et proviennent de populations géographiquement proches, distinguer des espèces séparées de simples variations individuelles ou sexuelles au sein d'une même espèce devient un exercice extrêmement complexe. Et enfin, le membre de la famille Spinosauridés qui vient d'Asie. Car oui, les Spinosauridés ont atteint l'Asie. Le Ichthyovenator laosensis, décrit en 2012, à partir de fossiles trouvés au Laos, un animal du Crétacé inférieur, d'environ 9 mètres de longueur, remarquable pour une raison anatomique particulière. Ses apophyses épineuses ne formaient pas une voile unique et continue, mais deux structures séparées par une interruption, une avant l'avant, une autre plus en arrière. Deux crêtes distinctes au lieu d'une. Une architecture dorsale que personne n'avait anticipée et qui a forcé les paléontologues à reconsidérer la diversité morphologique possible au sein des spinosauridés. Si l'Ichthyovenator avait deux structures dorsales distinctes, alors la question de la nature de ces structures, voiles ou bosses, se posait avec encore plus d'acuité. Et la variabilité morphologique observée entre les différents membres de la famille rendait encore plus difficile toute généralisation sur la nature de la voile du spinosaure à partir des données comparatives. Pris ensemble, ces animaux, Baryonyx, Suchosaurus, Irritator, Sigilmassasaurus, Ichthyovenator et leurs nombreux congénères moins bien connus, dessinent le portrait d'une famille remarquablement diverse et remarquablement adaptable. Une famille qui a colonisé plusieurs continents, qui a exploité les ressources aquatiques dans des environnements radicalement différents, des estuaires anglais du Crétacé inférieur aux fleuves tropicaux d'Afrique du Nord, des lagunes brésiliennes aux rivières du Laos. Une famille qui a perduré pendant au moins 50 millions d'années, du Jurassique supérieur au Crétacé supérieur. Et une famille qui, dans sa forme la plus extrême, la plus spécialisée, la plus grande, le Spinosaurus aegyptiacus, a poussé le plan corporel des spinosauridés jusqu'à des limites que rien d'autre dans l'histoire des dinosaures théropodes n'a approchées. Mais cette spécialisation extrême avait un coût. Tous les spécialistes extrêmes ont un coût. Le même principe qui fait du spinosaure un prédateur aquatique extraordinairement efficace
le rend vulnérable à un changement qui touche précisément ce pour quoi il s'est spécialisé. Et il y a environ 93 à 95 millions d'années, quelque chose a changé. Quelque chose dans la géologie, dans le climat, dans la disponibilité des ressources. Quelque chose qui a progressivement fragilisé l'écosystème de la formation Kemkem. Quelque chose qui a précédé l'extinction finale des dinosaures non-aviens de 65 millions d'années, mais qui a peut-être déjà sonné le glas de la lignée Spinosauridés dans sa forme la plus spectaculaire. Pour comprendre ce quelque chose, il faut regarder non plus vers le ciel, vers l'astéroïde qui finira par tout effacer, mais vers la Terre elle-même, vers les plaques tectoniques, vers les mers intérieures qui montaient et descendaient, vers les changements environnementaux lents et inexorables qui ne font pas la une des journaux, mais qui remodèlent la vie sur des échelles de temps que l'esprit humain peine à vraiment saisir. Il y a environ 95 millions d'années, le monde de la formation Kemkem était à son apogée. Les fleuves coulaient, les poissons géants abondaient. Le spinosaure régnait sur un écosystème d'une richesse et d'une densité biologique sans équivalent dans les archives fossiles. C'était un système à l'équilibre, précaire, violent, brutal, mais à l'équilibre. Chaque prédateur occupait sa niche, chaque proie alimentait sa chaîne. Chaque saison apportait ses crues, ses concentrations de poissons, ses opportunités de chasse. Et puis cet équilibre a commencé à se défaire. Pas à cause d'un astéroïde, pas à cause d'une éruption volcanique cataclysmique, pas à cause d'un événement spectaculaire et brutal que l'on pourrait dater à l'année, mais à cause de quelque chose de bien plus lent, de bien plus insidieux et à certains égards, de bien plus intéressant du point de vue scientifique. La géologie. Pour comprendre ce qui a tué le spinosaure, ou du moins ce qui a mis fin à la lignée des grands spinosauridés africains, il faut comprendre ce que les plaques tectoniques faisaient à cette époque dans cette région du monde. Et ce qu'elles faisaient était simple dans son principe, mais dévastateur dans ses conséquences pour les écosystèmes locaux. L'Afrique du Nord au Crétacé moyen était une région de transition géologique active. La mer de Tétis, cet immense océan intérieur qui séparait l'Afrique de l'Europe et qui s'étendait de ce qui est aujourd'hui l'Atlantique jusqu'à l'actuel océan Indien, exerçait une influence directe sur les niveaux marins locaux et sur la configuration des terres émergées. À certaines périodes, la mer de Tétis avançait vers le sud, inondant des régions côtières basses, transformant des plaines fluviales en fonds marins peu profonds. À d'autres périodes, elle reculait, exposant de nouvelles terres, modifiant le drainage des fleuves, changeant la chimie des eaux. Ce phénomène, la transgression et la régression marine, n'était pas un événement unique. C'était un cycle, un processus lent et répété sur des millions d'années. Mais chaque cycle modifiait profondément la géographie locale, et avec la géographie, les écosystèmes. Les analyses stratigraphiques détaillées de la formation Kemkem, publiées notamment par Samir Zouri et ses collègues de l'université Hassan II de Casablanca, montrent des signes clairs de changements environnementaux progressifs vers la fin du Crétacé moyen. Les sédiments fluviaux caractéristiques des niveaux inférieurs de la formation, ces argiles brunes et ces grès qui enregistrent la présence de grands fleuves actifs, laissent progressivement la place à des faciès différents. Des sédiments plus fins, des dépôts indiquant des eaux moins profondes, moins courantes, moins stables. Des signes d'aridification progressive. En termes simples, les fleuves s'assèchent. Pas instantanément, pas du jour au lendemain, mais sur des dizaines de milliers d'années, une durée imperceptible à l'échelle humaine, mais parfaitement lisible dans la roche. Les grands systèmes fluviaux de la formation Kemkem perdent de leur ampleur. Les zones humides se contractent, les deltas se rétrécissent, et avec eux, les populations de poissons géants qui constituaient la base alimentaire du spinosaure. Imaginez ce que cela signifiait concrètement pour un animal spécialisé à l'extrême dans l'exploitation des ressources aquatiques. Imaginez un spinosaure adulte, 7 à 9 tonnes de chair et d'os, dont les besoins caloriques quotidiens étaient colossaux et dont la capacité à exploiter d'autres ressources alimentaires était limitée par des millions d'années de spécialisation. Quand les fleuves baissent, quand les poissons se raréfient, quand les zones humides se contractent, cet animal n'a nulle part où aller. Il ne peut pas simplement changer de régime. Il ne peut pas devenir un herbivore ou un chasseur de savane en l'espace d'une génération. L'évolution ne fonctionne pas à cette vitesse. C'est le paradoxe de la spécialisation extrême. Elle est extraordinairement efficace dans un environnement stable et extraordinairement fragile face au changement.
Mais il y a un autre facteur que les chercheurs ont commencé à examiner plus sérieusement ces dernières années. Un facteur qui n'a rien à voir avec les fleuves ou le climat, un facteur biologique, un facteur concurrentiel. À mesure que le Crétacé supérieur avançait, de nouveaux groupes de prédateurs gagnaient en importance et en diversité. Les grands théropodes cératosauriens, les abélisauridés, se diversifiaient rapidement en Afrique et en Amérique du Sud. Des prédateurs terrestres robustes, puissants, généralistes, moins dépendants des ressources aquatiques. Dans le même temps, les crocodiliens continuaient de diversifier leurs formes et leurs niches, occupant de plus en plus efficacement les environnements semi-aquatiques que le spinosaure exploitait. En d'autres termes, même si les fleuves n'avaient pas baissé, même si le climat n'avait pas changé, le spinosaure aurait peut-être finalement été pressé de toutes parts, par des compétiteurs terrestres mieux adaptés à la chasse sur la terre ferme, par des compétiteurs aquatiques mieux adaptés à la chasse dans l'eau, par une compression progressive de sa niche écologique depuis toutes les directions simultanément. C'est une hypothèse sérieuse, soutenue par les tendances évolutives observables dans les archives fossiles du Crétacé supérieur d'Afrique du Nord. Mais une hypothèse qui reste difficile à tester directement, faute de fossiles suffisamment abondants et suffisamment bien datés pour reconstruire avec précision la chronologie des disparitions et des diversifications dans cet écosystème. Ce que les archives fossiles nous disent avec plus de certitude, c'est que les grands spinosauridés africains, le spinosaure lui-même et ses proches parents de la formation Kemkem, disparaissent des archives géologiques aux alentours de 93 à 95 millions d'années. Bien avant la grande extinction de masse de la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années. Bien avant l'astéroïde, bien avant les grandes éruptions du Décan, bien avant la crise terminale qui allait effacer les dinosaures non aviens de la surface de la Terre. Le spinosaure n'a pas été tué par l'astéroïde. Il était déjà parti depuis 30 millions d'années quand cet astéroïde a frappé le Yucatan. Cette réalité est importante. Elle change le récit. Elle signifie que la disparition du spinosaure n'est pas une catastrophe soudaine et universelle. C'est une extinction locale et progressive, résultat d'une combinaison de facteurs environnementaux, climatiques et biologiques qui ont agi sur des millions d'années dans une région précise de la planète. Une extinction silencieuse, sans spectacle, sans boule de feu visible depuis la moitié de la planète. Juste des fleuves qui baissent, des saisons sèches qui s'allongent, des poissons qui se font plus rares, et un animal trop spécialisé pour s'adapter assez vite. Mais la lignée spinosauridée dans son ensemble a survécu un peu plus longtemps. Le Baryonyx d'Europe, l'Irritator du Brésil, les formes asiatiques. Certains de ces animaux ont persisté jusqu'à des périodes légèrement plus récentes. La famille s'est éteinte progressivement, région par région, à mesure que les conditions changeaient sur chaque continent. La dernière espèce de spinosauridés connue avec certitude dans les archives fossiles date d'environ 85 à 90 millions d'années. Après cette date, le silence. Comme si la lignée entière avait simplement cessé de laisser des traces. Ou comme si nous n'avions pas encore trouvé ces traces. Car il faut être honnête sur ce point. L'absence de fossiles ne prouve pas l'absence de l'animal. Elle prouve seulement l'absence de fossiles. Et dans des régions géologiquement complexes comme l'Afrique subsaharienne ou l'Asie du Sud-Est, où les conditions de fossilisation sont souvent défavorables et où les prospections paléontologiques restent insuffisantes, l'absence de données est autant un artefact de notre ignorance qu'une réalité biologique confirmée. Il est théoriquement possible, improbable mais théoriquement possible, que des spinosauridés tardifs aient persisté dans des régions encore inexplorées jusqu'à des périodes plus récentes du Crétacé. La paléontologie réserve régulièrement ce type de surprise. Des lignées supposées éteintes depuis longtemps réapparaissent dans des formations nouvellement prospectées. C'est ce que les paléontologues appellent les fantômes stratigraphiques, des intervalles de temps où une lignée semble absente des archives fossiles, mais où elle existait probablement encore quelque part, sans laisser de traces préservées. Pour l'instant, cependant, nous travaillons avec ce que nous avons, et ce que nous avons dit que le spinosaure, dans sa forme africaine géante et spectaculaire, a disparu il y a environ 93 à 95 millions d'années, laissant derrière lui des os dans le grès marocain, des dents éparpillées dans les sédiments, et des questions que nous posons encore aujourd'hui. Ce qui nous amène à la dernière dimension de cette histoire. Non pas ce que le spinosaure était, non pas comment il vivait, non pas comment il est mort,
mais ce qu'il nous reste de lui, concrètement, physiquement, dans les musées, dans les laboratoires, dans les collections scientifiques du monde entier. Et là encore, l'histoire est étrange, et elle n'est pas terminée. Car depuis 2014, depuis la publication spectaculaire d'Ibrahim et de son équipe, les découvertes se sont accélérées dans la formation Kem-Kem. De nouveaux fragments, de nouveaux os, de nouvelles dents. Chaque saison de terrain apporte son lot de pièces supplémentaires qui viennent affiner ou compliquer le tableau. En 2023, une équipe internationale a annoncé la découverte de nouvelles vertèbres caudales de spinosaures dans un site marocain précisément localisé et stratigraphiquement documenté, ce qui répond en partie aux critiques sur la provenance incertaine des fossiles utilisés dans la reconstruction de 2014. Ces nouvelles vertèbres confirment la morphologie en rame de la queue. Elles renforcent l'hypothèse d'une propulsion aquatique active. Mais elles soulèvent également de nouvelles questions sur la variabilité morphologique entre individus, suggérant peut-être que différents spécimens du même site présentent des différences subtiles qui pourraient indiquer un dimorphisme sexuel, des variations d'âge, ou simplement une variabilité individuelle au sein de l'espèce. Le spinosaure continue de résister à la simplification. Même quand on croit l'avoir saisi, il glisse entre les mains. Et c'est peut-être là sa plus grande leçon. Pas la leçon sur la biologie des dinosaures, pas la leçon sur l'évolution des formes aquatiques, pas même la leçon sur les limites de la fossilisation, mais la leçon sur la science elle-même, sur ce que signifie vraiment connaître quelque chose, sur la différence entre une certitude provisoire et une vérité définitive, sur la façon dont chaque nouvelle preuve ne ferme pas seulement une question, mais en ouvre deux nouvelles. Le spinosaure rend les scientifiques fous depuis 112 ans. Il continuera probablement à les rendre fous pendant 100 ans de plus. Et c'est exactement comme ça devrait être. Revenons au début. Revenons à ce moment précis où tout a commencé. 1912. Ernst Stromer est debout dans le désert égyptien. La chaleur est écrasante. Le sable reflète la lumière du soleil avec une intensité qui fait mal aux yeux. Et dans la roche devant lui, ses os. Ces apophyses extraordinaires qui s'élèvent depuis la pierre comme les doigts d'une main enfouie depuis 100 millions d'années. Un homme qui ne savait pas encore ce qu'il tenait entre les mains. Un homme qui ne pouvait pas imaginer que ces fragments allaient déclencher un siècle de débats, de reconstruction, de destruction et de redécouverte. Stromer a tenu ses os. Il les a touchés. Il a posé ses doigts sur des surfaces que la dernière créature vivante à avoir touchées était le spinosaure lui-même, il y a 95 millions d'années. Réfléchissez à ce que cela représente. Entre le dernier battement de cœur du spinosaure et les mains de Stromer dans ce désert, 95 millions d'années de silence, de nuits géologiques, de couches de sédiments accumulées millimètre par millimètre sur des corps enfouis. Et puis un homme avec un marteau et de la curiosité. Et soudain, le silence est rompu. C'est peut-être cela, finalement, la vraie magie de la paléontologie. Non pas les reconstructions numériques, non pas les modèles biomécaniques, non pas les analyses isotopiques, mais ce moment de contact, cette rupture du silence géologique, ce fil tendu à travers des dizaines de millions d'années entre un animal disparu et un être humain vivant. Mais ce contact est fragmentaire, incomplet, et le spinosaure, plus que tout autre dinosaure connu, incarne cette incomplétude avec une intensité particulière. Pensez à ce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas exactement combien il pesait. Les estimations varient de 5 à 14 tonnes selon les méthodes utilisées et les hypothèses de départ. Une fourchette si large qu'elle illustre à elle seule l'étendue de notre incertitude. Nous ne savons pas s'il nageait activement ou s'il se contentait de chasser en eau peu profonde. Nous ne savons pas si sa structure dorsale était une voile de peau ou une bosse de graisse et de muscles. Nous ne savons pas s'il vivait seul ou en groupe. Nous ne savons pas précisément à quelle vitesse il se déplaçait sur Terre. Nous ne savons pas comment il se reproduisait, si ses œufs étaient déposés dans des nids terrestres comme la plupart des théropodes ou dans des zones proches de l'eau comme certains crocodiliens modernes. Nous ne savons même pas avec certitude si toutes les pièces utilisées dans la reconstruction de 2014 appartiennent bien à des adultes de la même espèce. C'est une liste vertigineuse d'ignorance pour un animal découvert il y a plus d'un siècle. Et pourtant, et c'est là que l'histoire devient réellement fascinante, nous en savons infiniment plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. La trajectoire de la connaissance sur le spinosaure n'est pas une ligne droite vers la certitude.
C'est une spirale ascendante. Chaque tour rajoute de la précision, de la nuance, de la complexité, mais ne ferme jamais complètement le cercle. Nous savons mieux, nous savons différemment, et nous savons que nous ne savons pas encore tout. Les 5 prochaines années seront déterminantes. Plusieurs équipes travaillent actuellement dans la formation KemKem avec des méthodes et des technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans. Des drones cartographient les affleurements rocheux avec une précision au centimètre. Des scanners portables permettent d'analyser la structure interne des eaux directement sur le terrain, sans extraction. Des techniques d'analyse chimique non destructives permettent d'extraire des informations sur l'alimentation, le métabolisme et l'environnement de vie directement depuis l'émail dentaire, sans endommager les spécimens. Nizar Ibrahim lui-même, dont la carrière est désormais profondément liée aux spinosaures, continue de diriger des expéditions régulières dans la région. Son équipe a annoncé publiquement que des fragments supplémentaires importants ont été localisés et sont en cours d'extraction et d'analyse. Des fragments dont la nature précise n'a pas encore été divulguée au moment de la rédaction de ces pages. Des fragments qui pourraient, selon ses propres termes dans des entretiens récents, changer à nouveau notre compréhension de l'animal. Voilà où en est la science du spinosaure aujourd'hui, en mouvement, en plein travail, pas figé dans une image définitive, mais en train de se construire, pièce par pièce, avec la lenteur et la rigueur que demande la reconstruction d'un monde disparu depuis 100 millions d'années. Et pendant que les scientifiques continuent leur travail, il est utile, essentiel même, de se demander pourquoi tout cela nous importe. Pourquoi un dinosaure africain du Crétacé moyen, disparu il y a 95 millions d'années, suscite encore autant de passion, de débats et de fascination dans le monde entier. Pourquoi des paléontologues passent des années de leur vie dans des déserts brûlants à fouiller des roches friables pour retrouver des fragments d'os qui tiennent parfois dans la paume d'une main? La réponse la plus simple est aussi la plus profonde. Le spinosaure nous fascine parce qu'il résiste, parce qu'il refuse d'être simplifié, parce qu'à chaque fois que la science croit l'avoir enfin cerné, avoir trouvé la bonne image, le bon modèle, la bonne interprétation, il se révèle plus complexe, plus étrange, plus inattendu que ce que les modèles prévoyaient. Et dans un monde où nous avons tendance à vouloir des réponses rapides, des certitudes confortables, des images définitives, un animal qui résiste depuis 112 ans à toutes les tentatives de simplification est quelque chose de précieux. Quelque chose qui nous rappelle que la réalité biologique, géologique, évolutive, est toujours plus riche que nos modèles. Que l'humilité scientifique n'est pas une faiblesse, mais une forme de respect envers la complexité du monde. Le spinosaure nous dit quelque chose d'autre aussi, quelque chose sur le temps, sur l'échelle vertigineuse du temps géologique. Quand Stromer a découvert ces fossiles en 1912, l'être humain moderne, Homo sapiens dans sa forme anatomiquement actuelle, existait depuis environ 300 000 ans, soit 0,3% de la durée de vie du spinosaure sur Terre. Si vous représentez la durée d'existence du spinosaure, environ 5 millions d'années, peut-être plus, par une journée entière de 24 heures, alors toute l'histoire de notre espèce tiendrait dans les 2 dernières minutes. Et toute l'histoire enregistrée de la civilisation humaine, de Sumer à aujourd'hui, tiendrait dans les 3 dernières secondes. Le spinosaure n'est pas seulement un animal disparu, c'est un miroir tendu vers notre propre insignifiance temporelle. Une créature qui a dominé son monde pendant des millions d'années avant de disparaître sans laisser d'héritier direct, nous rappelant que la permanence est une illusion et que tout ce qui existe aujourd'hui existera un jour seulement dans les archives géologiques, si elles sont préservées, si quelqu'un ou quelque chose est là pour les lire. Mais revenons à la Terre, revenons au présent, revenons à ce que le spinosaure nous laisse concrètement, pas philosophiquement mais matériellement, dans le monde d'aujourd'hui. Ces fossiles sont dispersés dans plusieurs institutions scientifiques. Le musée d'histoire naturelle et de géologie de Milan conserve certains des spécimens marocains décrits dans les années 2010. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris possède des pièces importantes de la formation KemKem. L'Université de Chicago, celle d'Ibrahim, possède des moulages et des données numériques de haute résolution de nombreux spécimens. Et au Maroc lui-même, un effort croissant de conservation et de rapatriement des fossiles dans des institutions nationales comme l'Université Kadi Hayat de Marrakech et le Musée des sciences de la Terre de Rabat contribue à garder une partie du patrimoine paléontologique marocain dans le pays où il a été découvert.
Des modèles numériques tridimensionnels du squelette du spinosaure, construits à partir de scanners CT des ossements originaux et de moulages de haute précision, sont désormais accessibles en ligne via des plateformes scientifiques ouvertes. N'importe qui dans le monde, avec un ordinateur et une connexion Internet, peut aujourd'hui faire pivoter un modèle tridimensionnel du spinosaure dans tous les sens, zoomer sur les détails anatomiques, comparer les proportions. Cette démocratisation de l'accès aux données paléontologiques est une révolution silencieuse, mais profonde. Elle permet à des chercheurs dans des pays sans collection fossile d'accéder aux mêmes données que leurs collègues dans les grands musées. Elle permet à des étudiants en paléontologie dans des universités sans budget de travailler sur des matériaux de première main. Elle permet aussi, et c'est important, à la prochaine génération de chercheurs de se former sur les données réelles, plutôt que sur des reconstructions déjà interprétées. La prochaine grande révision du spinosaure viendra peut-être d'une étudiante en master qui fait tourner un modèle numérique sur son écran dans une université brésilienne ou marocaine et qui remarque quelque chose que personne n'avait remarqué avant. Parce que la science ne progresse pas seulement grâce aux grandes expéditions et aux publications dans Nature. Elle progresse aussi grâce aux regards frais et aux questions que les experts n'osent plus poser parce qu'ils pensent déjà connaître les réponses. Et il y a une dernière question. Une question que je vous pose directement, à vous qui avez suivi cette histoire depuis le début. Que pensez-vous que le spinosaure était vraiment? Pas ce qu'Ibrahim dit, pas ce que ses critiques disent, pas ce que Jurassic Park 3 vous a montré. Mais vous, après tout ce que vous venez d'entendre, toutes ces données, toutes ces hypothèses, toutes ces incertitudes, quelle image avez-vous de cet animal dans votre esprit? Est-ce un nageur actif, plongeant dans des eaux troubles à la poursuite de poissons géants? Un guetteur de berge, patient et immobile comme un héron de 14 mètres, attendant que sa proie passe à portée? Un prédateur opportuniste généraliste qui utilisait l'eau comme une ressource parmi d'autres dans un monde où la survie exigeait la flexibilité? Ou quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que nos catégories actuelles ne savent pas encore nommer parce que rien de comparable n'existe dans le monde moderne? La vérité est que votre réponse à cette question est aussi valide que celle de n'importe quel paléontologue. Tant que vous avez lu les données, considéré les arguments et accepté l'incertitude. C'est ça la science. Non pas une liste de faits à mémoriser, mais une façon de penser face à l'incomplétude des preuves disponibles. Il y a 100 millions d'années, dans un fleuve africain boueux et bouillant de vie, un animal de 8 tonnes plongeait son long museau dans une eau opaque et saisissait un poisson de la taille d'une voiture. La voile, ou la bosse, sur son dos captait la lumière du soleil. Ses vertèbres denses le maintenaient sous la surface. Sa queue en forme de rame le propulsait en silence à travers l'eau brune. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il se tenait simplement sur la berge. Peut-être que sa queue ne ramait pas. Peut-être que nous avons tout faux une fois de plus. Voilà le spinosaure. Voilà 112 ans de science, de destruction, de redécouverte et de débat. Voilà l'animal le plus étrange, le plus insaisissable, le plus fascinant que la paléontologie ait jamais tenté de comprendre. Et voilà pourquoi il rend les scientifiques fous depuis un siècle. Et pourquoi, si vous avez regardé jusqu'ici, il vous a peut-être rendu un peu fou aussi. Si vous avez votre propre théorie sur ce qu'était le spinosaure, sur son comportement, sa morphologie, son mode de vie, partagez-la dans les commentaires. La paléontologie est une science ouverte. Les grandes questions n'appartiennent pas seulement aux professeurs et aux chercheurs. Elles appartiennent à quiconque est assez curieux pour les poser. Et parfois, rarement mais parfois, la question posée par quelqu'un qui ne connaît pas les règles du jeu est exactement celle qui change tout. Le prochain os de spinosaure est peut-être encore dans le sable. Il attend. Depuis 100 millions d'années, il attend que quelqu'un arrive avec un marteau et assez de curiosité pour poser la bonne question. Est exactement celle qui change tout. Le prochain os de spinosaure est peut-être encore dans le sable. Il attend. Depuis 100 millions d'années, il attend que quelqu'un arrive avec un marteau et assez de curiosité pour poser la bonne question.